Donc, je suis Bernard Boyeux, je dirige un bureau d'études qui s'appelle BioBuild Concept, qui est spécialisé dans l'utilisation des matériaux biosourcés dans la construction et qui a deux grandes activités, une activité de veille et de communication. Et notre activité principale, c'est l'expertise dans le domaine des biosourcés, notamment dans le développement de filières, l'accompagnement des acteurs dans ce domaine. Pour ma part, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans ce domaine et j'ai travaillé à différents niveaux, que ce soit la transformation au niveau agricole, l'industrie du bâtiment, les organismes de professionnels. Et ce qui m'a permis d'accompagner un certain nombre de projets structurants. Je pense notamment aux règles professionnelles de la construction en chambre, que j'ai co-présidé, ou par exemple, j'ai été le premier représentant des matériaux biosourcés au sein de la CCFAT, ou beaucoup de programmes de développement dans des territoires où à côté de maître d'œuvre ou de maître d'ouvrage, etc. En fait, si on regarde ce qui se passe au niveau des matériaux de construction et surtout de la consommation de matières minérales au travers de tout le XXe siècle, on s'aperçoit que la consommation de minéraux et de matières fossiles pour l'énergie a été multipliée par 12. Par contre, dans la construction, ça a été multiplié par 34, donc de façon beaucoup plus importante. Et les perspectives aujourd'hui d'utilisation de matériaux minéraux sont aussi également en très forte croissance, ne serait-ce que pour répondre aux besoins des populations. Les besoins aujourd'hui qui ne sont absolument pas couverts, actuellement il y a à peu près un habitant sur 7 de la planète qui vit dans un bidonville. Selon LU Habitat, d'ici à la fin de cette décennie, ce sera un habitant sur 5, c'est-à-dire la population de la Chine. Donc on a une équation comme ça extrêmement difficile à résoudre. Comment construire plus sans tous les impacts de la consommation de matières minérales. Il y a un deuxième aspect qui est qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, tout du moins, on a une approche très énergie et surtout consommation de l'énergie des bâtiments pendant leur vie, pendant leur exploitation. Or, on sait depuis maintenant un bon moment que les matériaux représentent déjà à cette période à peu près 50-55% des productions de gaz à effet de serre de la construction d'un bâtiment durant sa durée de vie. D'abord, il faut réduire massivement la production d'énergie, la consommation d'énergie dans le bâtiment, donc les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées. C'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est de faire de l'émission négative, enfin ce que Jean Jouzel appelle de l'émission négative, c'est-à-dire qu'il faut augmenter les puits de carbone, il faut stocker du carbone. Et la troisième chose qui est très importante, c'est qu'il faut aller vite, qu'il faut aller très très vite. Alors les matériaux biosourcés là-dedans, comment ils s'impliquent? Ils sont la seule piste que l'on ait qui conjugue l'ensemble de ces critères, notamment celle du stockage du carbone, des puits de carbone. À ma connaissance, aujourd'hui, on n'a pas de solution vraiment opérationnelle autre que celle-là qui soit capable de stocker du carbone. D'où cette idée d'analyse de cycle de vie dynamique qui fait beaucoup de débats autour de la RE2020, mais je sais par contre qu'il faut y venir et qu'il faut y venir le plus rapidement possible parce que c'est un des vrais critères dans le cadre de l'urgence climatique. On ne peut pas parler d'urgence climatique sans prendre ça en compte. Il y a des matériaux parmi les isolants qui sont concurrentiels aujourd'hui avec d'autres matériaux. Je pense en particulier à la ouate de cellulose, qui est un matériau qui rentre dans les tarifs concurrentiels avec les autres isolants typiques. Globalement, on trouve des solutions qui peuvent répondre à des exigences de coût comme d'autres matériaux. Ces surcoûts peuvent être en grande partie résolus si on prend les problèmes bien en amont et que si l'on conçoit les bâtiments, si la conception a été bien pensée, etc. Et puis,
En fait, il y a quand même beaucoup de chantiers qui se font, c'est-à-dire que quand même, les constructions biosourcées peuvent être tout à fait concurrentielles et sont retenues par un certain nombre de maîtres d'ouvrage. Par rapport à l'avenir, il est certain que les coûts vont diminuer, mais aujourd'hui, il est important que de passer à l'échelle supérieure, surtout que ces matériaux n'ont pas de soutien financier, il n'y a pas d'exemptation de taxes, et donc il y a une montée en puissance, un passage à l'échelle qui est évidemment un peu plus difficile. Alors, les matériaux biosourcés doivent et répondre exactement aux mêmes exigences que tous les matériaux. N'ont pas de cadre particulier ni de traitement de faveur dans ce domaine. Donc ce problème de performance, en fait, il est relativement réglé de ce côté-là. L'autre aspect qui peut-être inquiète les utilisateurs, c'est la fiabilité de ces matériaux dans le temps, leur durabilité, qui est un vrai sujet. Là-dessus, évidemment, on a une antériorité qui existe sur certains matériaux, sur certaines filières. Je prends par exemple la construction en paille. La maison Feuillette à Montargis a fêté ses 100 ans l'année dernière et elle a l'air très bien repartie pour un siècle nouveau d'existence sans qu'il semble avoir le moindre souci derrière. Les remontées d'experts, notamment au travers des travaux de l'AQC, d'expertise juridique au travers de l'AQC, ne font pas état de désordres particuliers avec ces matériaux qui sont de plus en plus utilisés. L'AQC a publié des recommandations, etc., mais comme elle le fait pour plein d'autres solutions. Donc il n'y a pas de problème spécifique de ce côté-là aujourd'hui. Encore une fois, c'est toujours très compliqué de répondre sur les matériaux biosourcés globalement, parce que je crois qu'il faut faire vraiment de l'analyse au cas par cas et projet par projet. Alors, ces filières, elles s'insèrent dans ce qu'on appelle la bioéconomie au sens très large, qui est toute l'utilisation de la biomasse pour une économie vertueuse, entre guillemets. Donc cette économie, elle se développe dans bon nombre de pays, et la France est un des pays les plus biodynamiques. Il y a en France, et je crois que ça, il faut quand même le comprendre, une expertise dans ce domaine des biomatériaux de construction qui est reconnue au niveau international et qui est reconnue et attendue. Nous avons la chance d'avoir des scientifiques de très bon niveau dans ce domaine qui ont fait énormément de travail et des possibilités d'exporter un savoir, ce que l'on fait très très peu dans ce domaine. Je suis persuadé que ces filières ont un véritable avenir devant elles, pour peu qu'on leur en donne les moyens et que les développements se fassent harmonieusement. Pour ça, il y a deux choses essentielles. D'abord, c'est d'avoir une industrialisation de ces filières. Le vrai moteur derrière tout ça, c'est vraiment que la demande augmente. Et ça, c'est vraiment entre les mains de la maîtrise d'ouvrage. Il y a une maîtrise d'œuvre qui monte en puissance, les entreprises montent en puissance. C'est vraiment la demande de la maîtrise d'ouvrage qui fera que ces filières vont se développer demain. Alors, aujourd'hui, il commence à y avoir quand même un certain nombre d'architectes de maîtrise d'œuvre qui maîtrisent de mieux en mieux ces matériaux. Pour certains, encore une fois, c'est vraiment de la substitution, donc ça ne demande pas des compétences, il n'y a pas de difficulté particulière, ne serait-ce que celle du sourcing et de choisir le bon matériau pour mettre au bon endroit. Mais c'est des compétences que l'on peut trouver à un bon endroit. Donc on a déjà, au niveau de la maîtrise d'œuvre, un certain nombre de choses. À côté de ça, quand on veut avoir une vision plus globale, plus générale, par exemple, ce que nous faisons peut permettre de faire une analyse globale. Au-delà de ça, si je n'ai qu'une recommandation à faire à un maître d'ouvrage qui veut faire ce genre de choses, c'est vraiment de prendre les choses très en amont, même si on ne veut pas décider des choix à l'origine du projet,
Il faut intégrer ça dedans pour ne pas se priver de choses et ne pas arriver en dernier recours à se dire « Ah ben là, je mettrais bien du biosourcé ». Là, ça devient difficile et en général, ça devient assez peu compétitif. Et c'est vrai que le rôle de la maîtrise d'ouvrage pour ces filières aujourd'hui est extrêmement important, puisque on a besoin d'une part de marché qui se fasse dans de la synergie. Le monter en puissance des filières est toujours quelque chose de compliqué. Donc le fait de pouvoir le faire avec des maîtres d'ouvrage qui prennent le sujet d'un bout à l'autre et qui s'intègrent vraiment dans une démarche, ça peut aider énormément ces filières et faire des passages beaucoup plus harmonieux que ne peut le faire que quand on répond à des marchés, etc. Et donc, dernière question, est-ce qu'on va se diriger uniquement vers des matériaux biosourcés et géosourcés à l'avenir, ou est-ce que le béton classique est voué à disparaître? Alors là aussi, et peut-être encore plus là qu'ailleurs, les matériaux biosourcés ne répondent pas à toutes les attentes et toutes les exigences partout. Ça rentre tout à fait dans la réflexion qu'il faut mettre le bon matériau au bon endroit, etc. Donc je ne pense pas qu'il y ait un seul matériau au monde qui réponde à tout. Donc biosourcé ou pas. On ne peut pas non plus construire des bâtiments 100% biosourcés comme on peut le lire ou l'entendre quelquefois. Ça n'a pas vraiment de sens et ça n'aurait pas beaucoup de pertinence. Et je suis persuadé que tous les matériaux répondent à des critères bien importants. Le béton que vous citez a des caractéristiques difficilement remplaçables. C'est une filière extrêmement dynamique, que ce soit les gens du béton eux-mêmes ou les gens du ciment travaillent énormément, proposent énormément de choses, évoluent énormément, notamment sur les aspects de carbone, qui est le point faible de ce matériau, tout le monde le sait. Mais il y a beaucoup de choses qui se font, et d'ailleurs aussi sur les bétons biosourcés. Ça fait partie, les bétons biosourcés font partie de la démarche d'amélioration du bilan carbone des bétons. Et on a un exemple très intéressant, qui est un collège, tout du moins le gymnase d'un collège qui est à Vitry-sur-Seine, qui a été conçu par le grand architecte du béton, Rudy Ricciotti, qui est vraiment un spécialiste et qui ne jure que par le béton, qui a intégré du béton de chambre dans cette réalisation. Ce qui montre bien que en fait, on n'est pas dans des oppositions. Et d'ailleurs, les gens qui portent le plus le développement des bétons végétaux aujourd'hui, pour ne citer que les bétons végétaux, sont sans doute les fabricants de béton et de ciment. Si vous allez, le CERIB, le Centre technique du béton, a fait plein de travaux dans ce domaine. Donc il n'y a vraiment pas d'opposition, c'est vraiment le contraire. Je pense que ça peut même être considéré, et je pense que certains fabricants de béton et de liants pour le béton, liants hydrauliques, considèrent les matériaux biosourcés comme une opportunité. Donc vraiment, je pense qu'il y a surtout pas aller dans cette opposition qu'on a beaucoup senti dans un contexte actuel sur des annonces de la réglementation environnementale 2020. Je pense que c'est pas ça la voie et on a besoin de la compétence et de l'énergie de tout le monde pour sortir de ce monde difficile où le carbone nous pose un vrai problème.